oui, parce que ça Bricolage. ressemble un peu à l'espace des contes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est très proche, quoi. On partage tout ce qui se passe là, et en même temps, on le partage avec tous au même moment, et donc le lieu, en fait, il se crée au fur et à mesure il se fait au fur et à mesure que les paroles s'échangent, que les regards s'échangent et qu'on se sente ensemble. Et voilà, ça me paraît important. Donc évidemment, c'est à l'occasion du prix Carbet, vous savez qu'on fait toujours plusieurs journées de manifestations littéraires, de rencontres. L'important, c'est pas juste remettre un prix, évidemment c'est important, parce que mais c'est ouvrir des lieux. Voilà. Et alors, Edouard Glissant parlait de lieux communs, voilà, et ouvrir des lieux communs, ouvrir nos lieux ensemble. Et je pense que c'est ce qui va peut-être se passer ce soir. Je crois qu'on repartira peut-être un peu différent, avec un nouveau lieu en soi de ce qu'on aura partagé ce soir. Voilà. En première partie, on va accueillir Alfred Alexandre sur la thématique du théâtre monde et sur une invitation justement à construire des probables sans frontières en fait. C'est-à-dire la culture n'a pas de frontières, il y a des continents, mais nous inventons des espaces dans nos cœurs, en nous-mêmes, et peut-être que nous construirons un espace partagé. Alors, dans le cadre de cet hommage, il s'agit de rendre à Elise Stephenson. L'un des axes qu'on a retenu, c'est celui de l'écriture théâtrale de l'histoire. Édouard Glissant parlait de lieu-monde, mais il y a aussi des mémoires plurielles. Et quand ces mémoires se rencontrent, elles forment une mémoire commune, une mémoire monde. D'où le titre de cette table ronde, théâtre et mémoire. Alors vous avez deux types de tables rondes. Vous avez des tables rondes où on discute pendant 1 heure, et puis après on s'en va. L'enjeu de cette table ronde, c'est qu'en partant, différents partenaires aient envie de continuer à construire ensemble le projet. Donc l'idée, c'est qu'on reparte avec les partenaires. Donc autour de cette question des écritures de l'histoire, il y a un projet qui a déjà été mis en œuvre et qui rassemble déjà 4 partenaires: le théâtre Macoria, l'Institut du Tout Monde, ETC Caraïbes, et puis aussi le théâtre Cocolampo à Saint-Laurent. Et donc le projet qui a été mis en place s'appelle Les épopées de la liberté, le théâtre de l'histoire. Et donc il s'agit sur chaque territoire de faire émerger des projets d'écriture. Que sur chaque territoire, comme l'a fait Élie, des auteurs, des autrices, à partir de lieux de mémoire, à partir de thématiques, à partir d'événements historiques majeurs, proposent des textes. Que ces textes soient accompagnés dramaturgiquement, soient mis en lecture dans les différents lieux, et puis peu à peu deviennent des pièces de théâtre. Et nous avons aussi avec nous, en tant que membre du jury, mais aussi en tant qu'autrice, en tant que dramaturge, Evelyne Fouriot, qui est aussi évidemment responsable d'un lieu, le Centre culturel Morisset, à Haïti, et que je demande si elle veut bien de me rejoindre pour qu'on échange autour de ces thématiques. Donc pour qu'il y ait échange autour de cette thématique, on aura quelques axes de discussion. La première, c'est essayer de se mettre d'accord sur cette notion de mémoire monde. Qu'est-ce qu'un théâtre de l'histoire? Qu'est-ce qu'un théâtre de la mémoire? C'est peut-être pas la même chose, histoire et mémoire. Et que peut être un théâtre de mémoire monde depuis nos territoires, depuis Haïti, depuis la Martinique d'où je viens, depuis la Guyane. Deuxième axe de discussion, parmi les responsables culturels qui sont là dans la salle ce soir, qui a envie finalement de rejoindre ce collectif, qui a envie de faire émerger des projets, des appels à projets autour de ces écritures de l'histoire de la mémoire. Et puis troisième axe de la rencontre,
il n'y a peut-être pas ici que des opérateurs culturels, il y a peut-être aussi des auteurs, des autrices, peut-être de romans ou de poésie qui ont envie d'aller vers le théâtre, ou peut-être des dramaturges qui ne se sont pas encore intéressés à ces écritures de l'histoire. Donc qui éventuellement auraient envie de proposer des projets, des textes autour de cette mémoire ronde, et puis dans cette mémoire ronde, quels sont les grands événements historiques en Guyane ou ailleurs que les uns, les unes et les autres ont envie de raconter. Donc la première question qu'on pourrait peut-être poser à Evelyne pour lancer cette discussion, comment finalement cette question de la mémoire et de l'histoire traverse, puisqu'on parle aussi avec Édouard Glissant et de l'Institut du Tout Monde des traversées des mémoires, comment finalement est-ce que l'histoire et la mémoire traversent ton œuvre, qu'elle soit théâtrale, poétique, romanesque? Merci. Je pense que pour moi, la mémoire a toujours été essentielle. D'ailleurs, on retrouve, sinon des textes très empreints de certains faits mémoriels et historiques, mais aussi on retrouve toujours des clins d'œil dans les textes par rapport à l'histoire et à la mémoire. Et je pense que c'est important parce que nous traversons justement une période où il y a un déficit de mémoire. Et ce déficit de mémoire, je crois qu'il est responsable de plusieurs comportements que nous trouvons dans tendance dans notre société, où l'immédiateté, l'instantané, les gens ne pensent plus à ce qui s'est passé avant. Il y a un déficit de mémoire qui impacte notre présent. Et pour moi, la littérature peut aider, que ce soit le théâtre, que ce soit la fiction, peut aider à nous remettre sur l'essentiel, ce qui est essentiel, ce qui peut nous guider, ce qui peut nous aider à mieux construire notre présent. Et au niveau d'Haïti, par exemple, les premiers textes de théâtre ont été, bien sûr, c'était une époque assez tumultueuse parce qu'il fallait se protéger des anciens colons. Et tous les théâtres, c'était des faits historiques qu'on mettait en valeur. C'était les premiers textes historiques et théâtraux, c'était ça les faits historiques, les grands héros, donc il fallait en parler, il fallait les valoriser, il fallait les vénérer, etc. Mais le théâtre haïtien en général n'a pas continué dans cette veine, mais a continué à se pencher sur des questions sociales, nécessairement liées aussi à la mémoire, et sur des questions sociales, des questions politiques même. Il y a beaucoup de théâtre très ironique, critique de la vie sociale en Haïti. Et je pense à Félix Montserrat, à Franck Fouché, qui ont vraiment travaillé en ce sens. Mais ce qui est important pour nous aussi dans le théâtre haïtien, c'est que, avant d'arriver à la période actuelle, c'est que c'est un genre qui a permis l'éclosion et l'utilisation du créole très tôt. Ça veut dire, les premiers textes théâtraux, plusieurs textes ont été écrits en créole. Félix Maurice Leroy l'a tout de suite compris, Franck Fouché aussi, qu'il fallait, le théâtre utilisait le créole beaucoup plus que le français. Parce que c'était quelque chose de vivant, et il fallait tout de suite faire comprendre à la majorité des gens qui étaient créolophones ce qui se passait. Donc, pour moi, c'est un point important du théâtre, que c'était cette utilisation de la langue maternelle, dès le départ. Bon, je ne veux pas parler de moi, de mon œuvre. Ça tombe bien, j'allais te poser la question. Oui. Comment est-ce que ton théâtre traverse cette question de la mémoire, ou est-ce que finalement ton théâtre est étranger à cette question? Non, rien de ce que j'écris est étranger à la mémoire. Non, rien. La première pièce que j'ai écrite, justement, c'était en réaction à un fait réel qui s'était passé, et une question qui me tient à cœur jusqu'à présent, qui est au cœur de nos vies, je pense, et je parle de nous, de tout le monde là, c'est l'immigration. Donc il y avait un groupe de jeunes haïtiens de moins de 30 ans qui voulaient passer la frontière de d'Haïti à la République dominicaine de manière illégale, et qui ont été capturés et ont tiré sur le camion, et il y en a beaucoup qui sont morts.
C'était un fait réel qui s'est passé en juin 2000. Et moi, ça m'est resté dans la tête, et c'est à partir de ça que j'ai écrit Le Bleu de Lille. Et je ne pouvais pas en faire un texte romanesque. Pour moi, c'était tellement, je ne sais pas, c'était tellement vivant que c'était le théâtre seul qui pouvait montrer cette l'action, le dynamisme qui se jouait à l'intérieur de ce camion, parce qu'ils étaient tous sur le camion sous une bâche. Et donc, pour moi, c'était le théâtre qui était à même de rendre cet aspect-là. Bien sûr, j'ai inventé les personnages, je ne connaissais pas, mais le fait m'est resté en tête. Et ce texte-là, c'est un texte qui m'a permis de voir la puissance du théâtre. Je vois que le théâtre est puissant. Et en Haïti, on s'en est rendu compte, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, qui se sont lancées dans l'écriture théâtrale. Et nous avons beaucoup de spectacles de rue en Haïti. Beaucoup de spectacles de rue. Où les jeunes, pas de manière spontanée, parce que c'est un jeu, mais le jeu est bien réglé. Hein. Ça veut dire que nous faisons les spectacles de rue, on a l'impression que c'est spontané, mais c'est bien réglé, c'est du théâtre quand même. Mais mon seul souci, c'est que jusqu'à présent, au niveau de l'écriture, c'est pas écrit. Ça ne peut même pas. Voilà, ça se perd. Donc là, c'est mon souci à moi, parce qu'il faut garder tout ça. Parce que si on veut justement créer quelque chose, des structures où les textes se rencontrent, il faut que les textes soient là. Il faut que ce soit présent. Bien sûr, je pense à Gaël Bien-Aimé qui vient de gagner le concours RFI Théâtre 2022 avec sa pièce Port-au-Prince et sa douce nuit. Il a gagné. John Amérique avait gagné l'année d'avant. Opéra Pierre, justement, et ce sont des textes qui parlent de la réalité, qui parlent de la réalité du moment. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des textes qui sont traversés par la mémoire. Donc c'est cette erreur-là qu'il ne faut pas faire, à mon avis. Parce que quand on parle du présent, on se réfère toujours quelque part à la mémoire. Il y a quelque chose qui explique ce présent. Et pour moi, c'est important. Et je pense que les auteurs actuels, les auteurs contemporains, qui sont nécessairement beaucoup plus jeunes, il y en a beaucoup de très jeunes qui s'intéressent au théâtre, et c'est très bien. Je pense qu'ils comprennent cela et ils le font. Il y a aussi des adaptations qui se sont faites. Lionel Trouillot vient d'adapter Médée en créole. Et ça, c'est une tradition aussi du théâtre haïtien. Félix Morisseau-Leroy l'a fait, Franck Fauché l'a fait, Félix Morisseau-Leroy l'a fait pour Antigone, Franck Fauché l'a fait pour Sophocle. Je crois qu'il y a beaucoup d'adaptations en créole des textes classiques, des textes du théâtre classique. Donc, je n'en ai pas, je vais vous parler là. Donc, on peut s'arrêter, on peut continuer l'échange. Et on donne la parole à Soline. Alors, évidemment, les auteurs, les autrices écrivent la mémoire, mais évidemment, l'histoire est une discipline scientifique. Et dans l'appel à projet, il s'agit aussi de faire se rencontrer des historiens, des historiennes avec les auteurs et voir comment, évidemment, les auteurs, les autrices peuvent nourrir leur imaginaire du travail des spécialistes. Alors, le mot histoire, déjà, c'est un mot qui est polysémique. C'est un terme qui définit une discipline scientifique, discipline universitaire. C'est un terme qui définit également un récit. C'est également un mot qui, qui a une particularité, puisque on peut l'utiliser, je vais dire, graphiquement avec un H majuscule ou un H minuscule. Bien, alors, par contre, la mémoire, moi je fais la distinction, et la distinction doit être faite d'ailleurs. La mémoire, c'est la présence du passé dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui reste, et quelquefois ce qui reste n'est pas tout à fait conforme à la réalité historique. Alors, je voudrais prendre comme porte d'entrée le théâtre d'Élie. Élie a écrit des pièces qui ont toutes un caractère historique. Alors, il y a la
de Bonidoro ou la légende des Zaloukou. Alors, pourquoi Elie a écrit ce type de pièce-là? Je pense que c'est par rapport à un constat qu'il a fait de la société guyanaise. Jusqu'à peu près, on va dire, aux années 1970-1980, la seule dimension historique et qui faisait partie de la mémoire collective qui existait dans notre société, c'était le bagne. On avait l'impression, en tout cas les gens de ma génération, la seule historicité dans laquelle cette société s'inscrivait, c'était le bagne. Et donc il n'y avait rien d'autre. Alors bien sûr, vous me direz-vous, il y avait les ruines du bagne, il y avait donc Saint-Laurent-du-Maroni, il y avait dans Cayenne, ce qui a disparu, un certain nombre de bâtiments qui étaient affectés également au bagne. Par contre, en ce qui concerne les autres séquences de l'histoire de la Guyane, eh bien, le paysage était muet, et paradoxalement, le paysage est muet parce que nous sommes ignorants de notre histoire. Or, nous sommes dans un espace urbain et un espace plus général, qui est saturé de références historiques. Mais comme nous sommes un peuple sans connaissance de notre histoire, en tout cas sans posséder les repères de base pour pouvoir non seulement se situer dans le temps, mais également pour développer une conscience de soi. Donc, je pense que avec les pièces de Elie, toutes les pièces d'Elie ont en filigrane la notion de l'émancipation. Et la pièce Massacre, particulièrement, qui est la pièce qui remet en mémoire des marrons guyanais, je pense que l'auteur avait comme projet de combattre un discours qui est à la fois dépréciatif et à la fois erroné, selon lequel, en Guyane, il n'y avait pas de marronnage, il n'y avait pas de marron, il n'y avait que, comme marron, que les Bushinengue. Alors, je rappelle quand même ce qu'on appelle les Bushinengue. En tout cas, dès le début, ce sont des esclaves du Suriname qui, poursuivis par l'armée hollandaise et se sachant numériquement inférieurs, ont donc traversé le Maroni et se sont donc réfugiés sur la rive française du Maroni. Mais il y avait des esclaves en Guyane, il y avait des habitations, et il y avait forcément du marronnage, parce que je sache, aucune situation de domination, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa configuration, ne suscite, plutôt génère de la résistance. Ce qui fait peut-être problème sur cette séquence qui a été complètement oubliée, c'est que les vestiges se rapportant à cette séquence, ce sont des vestiges qui sont pas directement sur le littoral. Beaucoup d'habitations esclavagistes sont certes à l'intérieur, par exemple vous en avez beaucoup sur la Poade, et puis vous en avez également disséminés tout le long du littoral. Donc il y avait ce problème. Il y avait aussi l'idée que, ma foi, la société guyanaise a une particularité, c'est que c'est une société qui est dans laquelle circulent beaucoup de ce qu'on peut appeler de manière triviale des fake news historiques. Et ces fake news historiques ont d'autant plus d'impact que justement la grande majorité des gens sont ignorants de leur histoire. Donc l'idée c'était il n'y a pas de marron. Et en faisant revivre il n'y a pas de marronnage, donc en faisant revivre les figures de Pompée, de Adom, eh bien, l'auteur Elie Stephenson a voulu
remettre les choses en place pour la population. Je rappelle pour mémoire que Pompée est un marron qui est resté en cavale 21 ans. Pendant 21 ans, les autorités coloniales ont cherché à mettre la main dessus. Et s'agissant maintenant de l'autre pièce, Bonidoro, là je crois que Elise Stephenson a voulu faire quelque chose de différent. Alors, la société guyanaise a une particularité, c'est que c'est une société dont la guyanité se décline en 3 pôles. Les Amérindiens, les Bushilingués, ce que moi j'appelle les ABC, les Amérindiens, les Bushilingués, et les populations du littoral dites créoles. J'insiste sur cette appellation. Et pour que l'on comprenne bien, je pense, la démarche d'Élie, en tout cas moi, telle que je l'ai comprise, il faut savoir que ces 3 pôles identitaires ont vécu séparés géographiquement et séparés, on va dire, administrativement, puisque telle était l'organisation politique. Je rappelle que les populations du littoral étaient donc sur le littoral, les Amérindiens dispersés sur l'ensemble du territoire et les Bushilingués sur la vallée du Maroni. Et il faudrait prendre conscience de quelque chose. Ces 3 groupes, ces 3 pôles ont vécu séparés, avec quand même toujours des interactions, mais il n'y avait pas dans ces interactions ce qu'il fallait pour pouvoir, je veux dire, créer pas une identité commune, mais pour créer un lien, pour que l'on se sente, pour que ces 3 groupes-là se sentent véritablement guyanais. Et donc, il faut savoir que ce n'est qu'en 1969 que les Bushilingués et les Amérindiens, qui dans tous les documents officiels sont désignés sous le terme de population tribale. En face, vous avez donc les populations du littoral dites créoles, qui elles sont en pleine période assimilationniste. Donc vous avez ce différentiel entre les deux, cette distance entre les deux, et il faut savoir qu'il faut attendre 1969 pour que les Amérindiens et les Bushilingués aient la citoyenneté française. Jusqu'à cette date, ils étaient dans un flou juridique et bien évidemment privés des droits auxquels peuvent prétendre donc, les citoyens français sur cette terre de Guyane. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut créer une mémoire commune. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que l'ensemble de la population, l'ensemble des Guyanais, prennent conscience que aussi bien les Amérindiens et les Bushilingués, ceux qui se rapportent à chacun de ces groupes, il faut donc il faut construire cette mémoire commune. Autrement dit, si on prend le cas des Bushilingués, puisqu'ils ont en commun avec les populations du littoral la question de l'esclavage, eh bien, la geste des Boni, ce départ des esclaves du Suriname sur la Guyane, eh bien, il faut qu'on arrive à convaincre, que c'est aussi notre histoire. Et c'est l'histoire commune de tous les Guyanais. Et je pense que c'est ce que, en tout cas de mon point de vue, c'est comme ça que j'ai lu le texte, que Elise Stephenson a voulu faire. Et c'est une question qui est très importante parce qu'aujourd'hui, je veux dire, contrairement aux sociétés antillaises où on a une forme d'homogénéité culturelle, nous sommes dans l'hétérogénéité culturelle. Mais malgré cette hétérogénéité culturelle, il y a un pot commun. Et dans ce pot commun, eh bien, il y a l'histoire. Et il y a l'histoire de l'esclavage, bien évidemment, il y a l'histoire de résistance à l'esclavage et l'histoire des émancipations.
se réapproprier leur histoire. Ça passe aussi par certaines actions bien précises, comme des ateliers de théâtre, par exemple, dont un a été mené cette année par Grégory Alexander, où les étudiants ont mis en place des lectures, des analyses de textes aussi, notamment là cette année c'était sur Elise Stephenson, ça tombe très bien. Et les étudiants, à travers ce texte théâtral, découvrent leur histoire, découvrent les histoires, les légendes, et se réapproprient, en tout cas, comment ça se réapproprie l'histoire. On passe aussi par des enseignements des ECF, des enseignements pédagogiques cette fois-ci, où les étudiants suivent. Et il y avait un ECF qui était assuré par Madame Chopoutou, notamment en histoire, qui attirait beaucoup d'étudiants d'ailleurs, et des actions aussi pédagogiques qui peuvent avoir lieu. Là, on a des étudiants de lettres modernes qui ont notamment participé à la traversée, au projet de la traversée des mémoires, et ils ont déambulé dans les rues en déclamant des textes, poétiques. Et là, on remercie aussi l'Institut Tout le monde qui nous a conviés à participer à cette belle déambulation. Et c'est vrai que ce sont des éléments artistiques qui permettent d'éveiller les consciences. Alors, il y a autre chose aussi, je suis aussi enseignante en littérature, et l'apprentissage finalement, ou en tout cas la réappropriation de la mémoire, elle passe aussi par la littérature. Je pense que c'est vraiment un des moyens qui aujourd'hui, alors sans prétendre, on n'est pas des historiens, mais c'est une façon de pouvoir faire ressurgir des bribes de mémoire. Edouard Toussaint parlait beaucoup de réminiscence, de résurgence. Et c'est vrai qu'en littérature, alors je ne suis pas forcément spécialisée en théâtre, mais en littérature, on voit toujours un espèce de théâtre mémoriel qui se dessine, un petit peu comme si l'histoire, quand vous lisez un roman caribéen, guyanais, peu importe, on a toujours l'impression d'avoir comme un spectre du passé qui est toujours déjà là. Et ce qui semble intéressant, et c'est aussi la démarche qu'on essaie d'initier aux étudiants, c'est de voir comment cette mémoire qui a été effacée, qui a été arrachée, pour reprendre les termes d'Edouard Glissant, comment cette mémoire arrive malgré cette absence, puisqu'il y a eu cette déportation, cette traversée transatlantique où la mémoire a été perdue dans les cales des bateaux négriers. On observe souvent qu'au moment de cette longue traversée, souvent qui a pris du temps à être évoquée en littérature, parce que c'était de l'ordre de l'indicible, de l'ordre vraiment on ne pouvait pas en parler, et il y a eu une espèce de refoulement, comme il se passe en psychologie finalement, où il y a eu un oubli, où on a mis de côté, mais cet oubli ne veut pas dire qu'il y ait une absence totale, mais qu'il y a des réminiscences qui parviennent à remonter à la surface, et à remonter à la surface de l'espace narratif notamment. Et moi, c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui, c'est de voir comment ces bribes remontent. Alors elles peuvent remonter par des sujets particuliers comme la folie. Il y a des éclats de folie, un personnage fou qui dit la vérité, qui est difficile à entendre, donc il est considéré comme fou, mais finalement il est peut-être le plus lucide. Il y a d'autres thèmes comme l'onirisme, c'est à travers des rêves que certaines réminiscences du passé peuvent se faire. Vous avez aussi par la langue, dans Tambour Babel, c'est la langue qui devient un instrument, c'est des rythmes musicaux qui nous permettent d'attraper un petit peu des bribes de mémoire, des rythmes de mémoire. Et voilà, donc ce sont ces éléments-là. Et tout à l'heure, Edwin Trouillot disait que le théâtre pouvait être une des formes les plus évidentes finalement par rapport à l'oralité ou quoi. Moi, j'avais l'impression que c'était justement, peut-être dans le théâtre, que c'était encore plus difficile de faire remonter la mémoire, parce que au niveau du roman, les frontières peuvent être facilement transgressées.
l'onirisme, la folie. Il y a aussi l'écriture, j'ai oublié le terme, tout ce qui est, j'ai oublié le terme, excusez-moi, lorsqu'on parle de vaudou, etc., cette écriture, syncrétique, oui, pardon, hypnotique, voilà, toute cette écriture, toute cette dimension spirituelle, mystique, voilà, mystique, où là aussi, la mémoire remonte par des procédés rituels, par des rituels bien précis. Et c'est vrai que dans l'espace romanesque, on arrive peut-être plus facilement à les mettre en place parce qu'on peut transgresser l'espace narratif, mais autant au théâtre, avec le côté physique et concret de la pièce, ça me semble être beaucoup plus difficile à instaurer cette double dimension finalement, et de faire remonter la mémoire, ça me semble beaucoup plus difficile, mais c'est vraiment, je n'ai jamais écrit de pièce de théâtre, mais c'est vrai que ça me semblait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, on a une étudiante qui a fait une pièce de théâtre, Nitsa Cavalier, qui est étudiante en master, et qui a mis en place, qui a créé sa pièce de théâtre, et là, qui a utilisé des formes très très intéressantes avec des espaces narratifs, des espaces finalement divers. Elle pourra peut-être nous en parler, mais c'est passionnant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs actions théâtrales, pédagogiques, à travers des ateliers qui permettent aux étudiants de se réinvestir, de se réapproprier leur histoire. Mais c'est vrai que c'est plus complexe en Guyane et qu'on voit encore à l'université des fois certains cloisonnements qui existent, et ces cloisonnements qui s'expliquent un petit peu par ce que disait tout à l'heure tout, et qui sont encore très très persistants en Guyane. Donc j'espère qu'on va réussir à abolir toutes ces frontières pour que ça passe par l'histoire ou la littérature, à parvenir à une mémoire commune, collective. Alors, l'hommage à Elie Stevenson ne fait que commencer. Donc, avant de passer aux événements suivants, je vais prendre quelques questions de la salle. Peut-être trois informations pratiques et un commentaire par rapport à ce que vous disiez à propos de l'espace. L'un des intérêts justement des ateliers d'écriture, du conseil dramaturgique, c'est justement de trouver des solutions pour résoudre ce type de problème. Parce que techniquement, on fait une différence entre l'espace scénique, qui est physique et limité, et l'espace dramaturgique, qui est évidemment inscrit dans un imaginaire, dans les mots, et pas forcément dans l'espace. Donc ce sont des choses évidemment qu'on peut travailler ensemble. Donc quelques informations pratiques. Tout d'abord, il existe depuis quelques mois une collection caribéenne qui publie du théâtre aux Amériques francophones, les éditions Didascalie, à la maison d'édition Caraïbes Éditions. Donc si vous avez des textes de théâtre, n'hésitez pas à l'envoyer à cette maison d'édition. Je pense à votre étudiante en master, vous lui dites qu'elle a une pièce de théâtre. Deuxièmement, vous avez dans notre espace des Amériques un centre dramaturgique, en l'occurrence DC Caraïbes, dont je suis le responsable, et qui fait du conseil dramaturgique, qui accompagne des auteurs, des autrices sur leurs travaux d'écriture, les accueils en résidence, les envois en résidence. Et donc, c'est très important parce que le théâtre est. Grégory, je le cherchais, il était là, voilà, Grégory, l'homme de théâtre. L'homme de théâtre le sait très bien. Au théâtre, on ne fait rien tout seul, en fait. Voilà. Même la poésie, le roman, est toujours une aventure collective. On n'écrit pas tout seul, mais c'est encore plus vrai au théâtre et encore plus vrai encore au cinéma. Donc, en passant par Grégory Alexander, il est possible de mettre en place des partenariats, d'avoir de l'accompagnement dramaturgique, de partir en résidence. Et puis, troisième et dernière information concrète, il existe aussi ce qu'on appelle
appelle des appels à texte qui permettent donc aux auteurs, aux autrices d'être payés pour leur travail, parce que c'est aussi un métier d'être mis en lecture. Et ETC Caraïbes a un appel à texte, un concours d'écriture, qui est ouvert du 15 janvier jusqu'au 15 juin. Et donc, vos travaux d'écriture, ceux notamment de votre jeune étudiante, peuvent rentrer dans ce cadre. Et nous avons la chance d'avoir avec nous la chargée de communication de ETC Caraïbes, que je dois prendre des photos. Vous lui demandez toutes les informations. Donc, avant de prendre nos deux questions, Grégory, donc la question qu'on peut poser pour finir, et bien concrètement, comment est-ce qu'on se met ensemble, comment à travers le théâtre Macoria, on peut créer des synergies avec Haïti, avec l'Institut du Monde, pour faire venir des appels à texte, pour les mettre en lecture dans ce théâtre-ci, dans d'autres théâtres, et puis après progressivement ces écritures vers la création, puisque le but du texte quand même, c'est de devenir un spectacle. Ça, c'est des faits. Oui, on est très très attentif, notamment dans la scène entre dans un nouveau cadre d'appellation, une appellation d'intérêt national art en territoire. Et l'objet territoire nous permet justement d'imaginer, d'étendre des endroits de partenariat et de co-construction de projets. Parce qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alfred, c'est la co-construction est le maître mot, notamment dans un contexte économique et social qui devient un peu, qui se complexifie et où on a besoin justement de mieux relationner avec nos voisins, nos voisins culturels, nos voisins de pensée et voilà, et d'élargir notre espace monde. Dans ce cadre-là, on a un projet sur lequel on va initier à la fin de l'année 2023 et plus précisément à partir de mars 2024. C'est le projet des résidences croisées. C'est de la construction de projets avec des lieux, hein, c'est entre lieux. Ça va être nous, le théâtre de Macoria, avec dans un premier temps la compagnie Lolita Manga, qui est bientôt invitée ici d'ailleurs, à Salazie à La Réunion, qui a également un lieu, un théâtre de verdure. On travaille à un projet de coopération culturelle, de construction d'un